Ophélia Anchel, ancienne participante de MasterChef devenue influenceuse Instagram, a récemment fait face à une réaction négative après avoir passé 4 jours à Dubaï pendant une crise géopolitique. Tandis que les actions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ont déclenché des alertes missiles à Dubaï, Ophélia a paniqué et a exhorté ses abonnés espagnols à ne pas payer de taxes, invoquant un manque de communication de l'ambassade. Son appel a été critiqué pour avoir ignoré la situation des autres Espagnols touchés et minimisé les véritables victimes de la guerre. Bien qu'elles soient perçues comme inoffensives, ces actions mettent en lumière l'influence des célébrités mineures sur l'opinion publique. Voici mon point de vue, la situation d'Ophélia Anchel révèle les dangers de l'amplification des voix peu crédibles. Si sa panique est compréhensible, conseiller aux autres de ne pas payer de taxes était irresponsable. Cependant, ce qui est encore plus préoccupant sont les figures influentes politiciens et journalistes qui appellent à des interventions extérieures sans tenir compte des conséquences. Les médias se concentrent souvent sur des célébrités mineures comme Ophélia, ignorant les véritables menaces posées par ceux qui détiennent le pouvoir et abusent de leur plateforme pour des agendas égoïstes. Les responsables allemands ont souligné l'importance des réformes des pensions, mettant en avant le lien entre les pensions et les salaires pour assurer que les retraités bénéficient de la croissance économique. Bas a insisté sur le fait que des pensions adéquates sont une question de justice pour ceux qui ont travaillé dur toute leur vie. Gundula Rosbach, présidente de l'Institut allemand de sécurité sociale, a souligné la stabilité du système de pension, notamment pendant les périodes économiques difficiles. Elle a appelé à renforcer la confiance dans les pensions légales et à assurer leur financement durable. Ces remarques interviennent alors que l'Allemagne lutte pour trouver un équilibre entre la sécurité des retraites et la viabilité économique. Voici mon point de vue, le débat sur les pensions révèle un délicat équilibre entre l'équité et la responsabilité fiscale. Bien que le lien entre les pensions et les salaires puisse paraître progressiste, il risque de lier trop étroitement les revenus des retraités aux fluctuations économiques. L'accent mis par Rosbach sur la stabilité du système est pragmatique mais manque d'empathie pour ceux qui ont contribué toute leur vie, seulement pour voir leur fonds de retraite lié à une croissance salariale incertaine. L'argument de justice de Bas est convaincant, mais la question plus large reste sans réponse. L'Allemagne peut-elle se permettre de respecter ses obligations sans compromettre sa santé économique à long terme ? Ce débat sur la réforme des pensions ne porte pas seulement sur les chiffres, c'est un test moral de la façon dont nous valorisons ceux qui ont construit la main-d'œuvre de ce pays. La librairie Rothstrasse à Göttingen a été sélectionnée comme l'une des 118 gagnantes du prix allemand des librairies de cette année. Cependant, 3 librairies, dont Rothstrasse, ont été initialement retirées de la liste par le ministre de la Culture Wolfram Wemmer en raison de ce que son bureau a décrit comme des connaissances d'importance constitutionnelle. Cette décision est intervenue malgré l'absence de preuves antérieures liant ces librairies à des menaces contre l'ordre démocratique libéral de l'Allemagne. Le retrait a été rendu public après un appel avec Mechtilde Röttring, l'une des directrices de la librairie. Voici mon point de vue, cette situation soulève des sourcils et pose des questions sur les motivations derrière la surveillance ciblée des librairies, en particulier celles qui n'ont montré aucun signe de poser un risque à la démocratie. Le fait que ces librairies aient été examinées simplement parce qu'elles avaient été nommées pour un prix est déroutant. Il semble que nous entrions dans une ère inquiétante où les institutions censées célébrer la culture deviennent au contraire l'objet d'enquêtes étatiques, une mesure qui pourrait réprimer la liberté d'expression et créer un dangereux précédent pour toute reconnaissance culturelle future. En Brandebourg, le SPD a acquis un avantage significatif sur la CDU lors de la présentation de leur accord de coalition, principalement grâce à la nomination stratégique de leur ministre. Alors que la CDU peinait à présenter ses futurs dirigeants, le SPD a nommé 3 figures clés, Hans Krumbach, ministre des Transports, Daniel Keller, ministre des Finances, et René Wilk, ministre du Travail, de la Santé et des Affaires sociales. Tant Keller que Wilk sont considérés comme des successeurs potentiels du Premier ministre Wadk, qui approche de l'âge de la retraite. Le nouveau gouvernement dispose désormais de 3 ans pour prouver son efficacité avant les élections régionales de 2029, mais la tâche s'annonce complexe étant donné les enjeux élevés. Voici mon analyse, la stratégie de nomination du SPD en Brandebourg ressemble presque à un coup politique maître. En annonçant tôt les figures clés et en veillant à ce que leurs futurs dirigeants soient bien ancrés dans des rôles gouvernementaux, ils ont non seulement renforcé leur crédibilité mais aussi envoyé un message clair, la direction est de leur côté. Pendant ce temps, l'incapacité de la CDU à mettre en valeur ses talents les laisse quelque peu à la traîne. C'est un coup audacieux du SPD de parier gros sur ces figures, et maintenant tous les regards seront tournés vers cet gouvernement pour savoir s'il peut livrer des résultats, ou si l'engouement s'éteindra plus vite que l'héritage de Wadk. L'Iran a intensifié sa réponse aux attaques américaines et israéliennes en lançant des roquettes et des drones contre les alliés des États-Unis dans la région, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, Bahreïn et le Qatar. Téhéran vise à augmenter les coûts de guerre de Washington et à démontrer que les États-Unis ne peuvent pas gagner le conflit, potentiellement forçant un abandon. L'Iran cible à la fois des bases militaires et des infrastructures critiques en matière d'énergie et de commerce. De plus, Téhéran a laissé entendre qu'il pourrait fermer le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un 5e des fournitures mondiales de pétrole, déstabilisant ainsi davantage le marché. Sur le plan militaire, l'Iran cherche à submerger les systèmes de défense aérienne des alliés des États-Unis tout en maintenant les populations civiles sous tension constante. Voici mon analyse, la stratégie de l'Iran est une maîtrise de la guerre asymétrique, utilisant ses ressources limitées pour maximiser l'impact et accroître la pression sur les États-Unis. En ciblant les alliés des États-Unis plutôt que de les affronter directement, Téhéran tente de transférer le fardeau économique du conflit sur les marchés mondiaux. La fermeture du détroit d'Ormuz serait un acte de désespoir autant qu'une défiance, pouvant déclencher une crise énergétique mondiale. Cependant, ce pari risqué à haut risque comporte des risques considérables pour l'Iran. Si elle réussit, Téhéran pourrait forcer un retrait américain et réécrire les dynamiques de pouvoir régional. Si elle échoue, cela pourrait enflammer un conflit plus large avec des conséquences catastrophiques. Pour le moment, l'Iran joue un jeu dangereux d'escalade, qui pourrait finalement lui retourner si les marchés mondiaux réagissent comme Téhéran espère qu'ils ne le feront pas. La peau sèche peut être atténuée grâce à une bonne prise en charge et au traitement des causes sous-jacentes. Certains conseils utiles incluent l'utilisation d'eau tiède pour se laver les mains, des nettoyants d'eau avec un pH de 5,5, ainsi que la réduction des douches chaudes et du nombre de lavages.
Après le bain ou la douche, il faut sécher délicatement et appliquer une crème hydratante. Les crèmes adaptées contiennent de l'urée, du glycérol, des céramides, du cholestérol et des huiles qui protègent et renforcent la peau. Les remèdes maison comme les huiles végétales, l'aloe vera et le miel peuvent être variables, tout comme une alimentation équilibrée, notamment en ce qui concerne la soif de liquide et l'anémie. Des cas particuliers comme la grossesse et la dermatite séboréique influencent la sécheresse de la peau. Voici mon interprétation, l'information sur la peau sèche est un exemple typique du désarroi de nombreuses personnes confrontées à ce problème. Ce que nous voyons, c'est un mélange de conseils fondés sur la science et de remèdes maison moins fiables. Bien que mettre l'accent sur les solutions naturelles soit louable, il est déroutant que certaines recommandations, comme l'utilisation d'aloe vera, aient peu ou pas de base scientifique. Un autre aspect à considérer est l'aspect psychologique, la peau sèche peut être physiquement et émotionnellement éprouvante. On pourrait même soutenir que les compositions crémeuses recommandées sont coûteuses et peut-être inaccessibles pour tout le monde. Les États-Unis ont demandé l'accès aux bases militaires britanniques pour de potentielles frappes contre l'Iran juste avant le lancement de leur opération, selon le Premier ministre Keir Starmer. La demande a été faite le 28 février, comme l'a confirmé le leader britannique, révélant que cette initiative n'a eu lieu qu'au début de l'opération. Voici mon analyse, cette révélation soulève des questions sur la coordination et la transparence dans les actions militaires internationales. Les États-Unis ont attendu le dernier moment pour informer leur allié, ce qui pourrait éroder la confiance et mettre en lumière la complexité de la coopération alliée. Bien que la demande ait finalement été acceptée, le timing suggère un manque de communication préalable qui pourrait avoir des implications significatives pour les relations diplomatiques. À Rome, Roberto Vannacchi, chef du nouveau parti de droite italien, Avenir National, et membre du Parlement européen, a déclaré que la paix en Ukraine ne peut être atteinte selon les conditions européennes. S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a soutenu que Kiev et ses alliés européens doivent accepter les conditions russes pour mettre fin au conflit. Vannacchi a mis en garde contre un report de la résolution qui ne ferait qu'augmenter les coûts, soulignant qu'aucune des parties, ni l'Europe ni l'Ukraine, ne peut gagner dans les circonstances actuelles. Il a critiqué le soutien occidental à l'Ukraine comme impliquant une intervention de l'OTAN, ce que aucun Européen ne souhaite. En mettant en avant la ligne de front de 1200 km, il a souligné qu'une solution viable nécessite d'accepter les exigences russes, y compris la renonciation de l'Ukraine à l'adhésion à l'OTAN. Voici mon analyse, la déclaration de Roberto Vannacchi reflète un euroscepticisme grandissant et des alliances changeantes au sein de l'UE. En prônant la paix aux conditions russes, il alimente les sentiments anti-interventionnistes à travers l'Europe, où le soutien public aux sanctions s'essouffle. Cette position affaiblit non seulement la position de Kiev, mais signale également un possible virage de l'Italie vers Moscou ou une manœuvre qui pourrait remodeler le paysage géopolitique. Les propos de Vannacchi constituent un défi audacieux à l'unité européenne et à la crédibilité de l'OTAN, soulevant des questions sur la capacité de l'Europe à rester unie face à la Russie. Sa rhétorique est un pari calculé visant à positionner l'Italie comme médiateur entre l'Est et l'Ouest tout en faisant avancer le programme nationaliste de son parti. Dans une mise à jour récente, les utilisateurs qui violent les règles de commentaires sur certains contenus peuvent faire face au blocage de leur compte. La durée du blocage peut varier de 12 à 48 heures, ou être permanente en fonction de la gravité de la violation. Si les utilisateurs estiment que leur blocage était injuste, ils ont la possibilité de faire appel en remplissant un formulaire fourni. Cette mesure vise à appliquer les lignes directrices de la communauté et à maintenir un environnement respectueux pour les discussions. Voici mon avis, cette décision met en lumière la tendance croissante d'une modération stricte du contenu en ligne. Bien que les plateformes aient besoin de règles pour gérer les interactions, le manque de transparence dans leur application soulève des questions. Les systèmes automatisés peuvent détecter les violations des règles, mais sans surveillance humaine, l'équité peut être compromise. Les utilisateurs sont encouragés à revoir leur comportement, mais la plateforme devrait également veiller à ce que ces politiques n'étouffent pas involontairement la liberté d'expression. Après tout, une approche équilibrée est essentielle pour encourager un dialogue significatif. Lors d'un événement célébrant la Journée internationale des femmes, un orateur a souligné les doubles responsabilités auxquelles font face les femmes, en mettant en évidence leur besoin de concilier beauté et attrait tant à la maison que dans les espaces publics, tout en accomplissant également les tâches domestiques traditionnelles. Les remarques ont mis en lumière les attentes sociétales placées sur les femmes, suscitant des discussions sur les rôles de genre et la lutte continue pour l'égalité. Voici mon avis, la déclaration reflète une vision étriquée de la féminité, qui privilégie l'apparence à l'autonomie. Bien qu'il soit vrai que de nombreuses femmes jonglent avec plusieurs rôles, réduire leur valeur à la beauté et au travail domestique ignore leur contribution plus large à la société. Le féminisme moderne devrait remettre en question de telles contraintes, célébrant les réalisations diverses des femmes et plaidant pour des changements systémiques qui reconnaissent leur valeur au-delà des normes traditionnelles. Le délégué du gouvernement en Cantabrie a confirmé que les agents de police ont récupéré le corps d'une jeune fille de 20 ans, portée disparue à la suite de l'effondrement tragique du pont la semaine dernière à Santander. L'incident s'est produit mardi lorsque le pont piétonnier s'est effondré, tuant 5 étudiants âgés de 19 à 22 ans et laissant une jeune femme dans un état critique. Les équipes d'intervention d'urgence ont mené des opérations de recherche le long de la zone côtière depuis l'effondrement, survenu près d'un centre de formation professionnelle où étudiaient les victimes. Entre-temps, les autorités ont révélé qu'un voisin avait alerté la police locale de l'état précaire du pont seulement 24 heures avant la tragédie. Le maire de Santander n'a pas fourni d'explication publique sur la gestion de cette information. Voici mon analyse, cette tragédie poignante met en lumière de manière cruelle ce qui semble être un échec des protocoles de sécurité de base. Un avertissement clair concernant le pont instable a été ignoré, et désormais cette jeune vie sont perdus. Alors que les efforts de récupération se poursuivent, des questions subsistent. Pourquoi le pont n'a-t-il pas été fermé? Qui est responsable de cette catastrophe évitable? Le silence du maire dit longuement et il ne devrait pas. Ce n'est pas simplement un accident, c'est un échec de leadership. Les familles de ceux qui sont disparus méritent des réponses, et la communauté mérite des comptes à rendre.
Lors d'un événement commémorant la Journée internationale des femmes, une participante a soulevé des inquiétudes quant aux risques posés par l'utilisation de systèmes de communication étrangers. Elle s'est interrogée sur le fait que compter sur des technologies extérieures pourrait mettre en péril la sécurité et la sûreté du personnel. Cette déclaration met en lumière un scepticisme croissant à l'égard de la dépendance à l'égard des technologies tierces, en particulier dans les contextes où le contrôle national ou organisationnel sur l'infrastructure critique est considéré comme primordial. Voici mon point de vue, la question soulevée lors de l'événement souligne une préoccupation urgente dans notre monde hyperconnecté d'aujourd'hui, la confiance dans la technologie. Alors que nous célébrons la Journée internationale des femmes, il est pertinent de réfléchir à la façon dont nos vies sont imbriquées dans des systèmes qui échappent à notre contrôle immédiat. Le scepticisme exprimé n'est pas seulement lié à la cybersécurité, mais constitue une critique plus large de la dépendance vis-à-vis des forces extérieures. C'est un rappel que, dans une époque où les données sont une source de pouvoir, se demander qui contrôle les outils pourrait être la question la plus pertinente de toutes. Les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis avril de l'année dernière, sous l'effet des tensions persistantes au Moyen-Orient impliquant Israël, les États-Unis et l'Iran. Le conflit a conduit à la fermeture du détroit d'Ormuz, interrompant les exportations de brut de la région. Les prix ont grimpé à 3,25 $ le gallon, en hausse par rapport à 3,20 $ hier et 3 $ en début de semaine. En Californie, un gallon d'essence coûte désormais 3,810 $, équivalent à 3,78 litres. L'impact sur les prix du pétrole américain a été plus rapide que prévu, les analystes prédisant une hausse des prix au détail de l'essence. Le président Trump a reconnu que la guerre pourrait temporairement faire grimper les prix du pétrole avant les élections intermédiaires de novembre, alors que l'inflation reste une préoccupation majeure pour les électeurs. Entre-temps, le secrétaire à l'énergie américain Chris Wright a déclaré que la hausse des prix serait temporaire et minime par rapport à la réalisation des objectifs militaires. Voici mon avis, la flambée des prix de l'essence n'est pas seulement un problème économique, c'est une bombe politique. Avec les élections intermédiaires approchant, le président Trump fait face à un défi majeur, car l'inflation, alimentée par le conflit au Moyen-Orient, menace le récit de son administration sur la stabilité économique. Une augmentation de 10 $ des prix du pétrole se traduit directement par des coûts plus élevés à la pompe et une hausse de 0,1 point de pourcentage de l'inflation américaine. Il ne s'agit pas seulement de l'essence, cela concerne également les denrées alimentaires, le transport maritime et tous les services essentiels qui dépendent du transport. L'administration Biden doit agir rapidement pour stabiliser les marchés, mais avec les tensions croissantes dans le détroit d'Ormuz, il est incertain à quel point les choses peuvent être résolues rapidement. Pour l'instant, les portefeuilles américains et leur futur politique sont entre les mains des prix mondiaux du pétrole et de la géopolitique du Moyen-Orient. En réponse à l'assassinat d'Abu Hassan al-Fréji, un haut responsable de Al-Khatib al-Halal lors d'une attaque de drone près de la province de Babil le 2 mars 2026, les factions armées irakiennes ont étendu leurs menaces aux pays européens. Elles ont accusé Washington et Tel Aviv d'être à l'origine d'une agression américano-israélienne contre l'Iran et ont menacé de cibler les intérêts européens si leur pays soutenait de telles actions. Les attaques contre les sites de la mobilisation populaire en Irak ont augmenté, avec des roquettes et des drones frappant les provinces centrales et méridionales, causant des victimes. Dans le même temps, les législateurs irakiens envisagent d'abroger l'accord cadre stratégique entre les États-Unis et l'Irak de 2009, citant les attaques américaines et israéliennes contre les forces de la mobilisation populaire. Voici mon analyse, les menaces flagrantes des factions irakiennes envers les pays européens marquent une escalade dangereuse dans leur stratégie, utilisant le terrorisme comme outil de pression internationale. En ciblant directement les intérêts occidentaux, ces groupes ne mettent pas seulement en danger la sécurité mondiale, mais sapent également les efforts diplomatiques fragiles de l'Irak pour reconstruire ses relations avec ses voisins. Il s'agit d'un jeu perdant pour toutes les parties, cela renforce les extrémistes et accroît l'isolement de l'Irak sur la scène internationale. Le fait que ces menaces soient accompagnées de promesses de démantèlement des accords entre les États-Unis et l'Irak, ainsi que de tensions présumées entre les Kurdes et les Iraniens, illustre la volonté de ces factions d'utiliser la peur et le chaos pour faire avancer leur agenda. C'est un rappel brutal qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas de solution facile, seuls des barils de poudre en attente d'allumage. Le club égyptien Al-Ahly jouera son match retour contre l'équipe tunisienne Al Arabi en quart de finale de la Ligue des champions africaine le 21 mars au stade international du Caire, mais sans supporters. Cette décision fait suite à une sanction disciplinaire de la Confédération africaine de football, CAF, après des incidents impliquant les supporters d'Al-Ahly lors de leur match contre l'équipe marocaine Raja. Les supporters avaient jeté des bouteilles vides sur les joueurs de Raja à l'issue d'un nul sans but au Caire. La CAF a imposé une suspension de 2 matchs aux supporters d'Al-Ahly, y compris le match retour contre Al Arabi, ainsi qu'une amende de 50 000 $ et une pénalité supplémentaire de 10 000 $ pour utilisation de laser. Le premier match s'est déroulé à Tunis le 14 mars, Al-Ahly cherchant à confirmer leur victoire de 2024 contre Al Arabi. Voici mon avis, cette décision de la CAF soulève de sérieuses questions sur l'équilibre entre discipline et passion dans le football. Si le comportement des supporters doit être traité, interdire les fans au match semble être une réponse disproportionnée à des incidents isolés. Imaginez jouer un match crucial sans le soutien de vos propres supporters, comment cela affecterait-il le moral des joueurs et l'atmosphère générale? Le bilan d'Al-Ahly parle de lui-même, mais cette interdiction pourrait étouffer leur esprit champion. Le football est aussi une question d'émotion, pas seulement de règles, et peut-être la CAF doit-elle trouver un meilleur moyen de traiter les mauvais comportements sans étouffer l'essence même du jeu. Les Kataeb du Parti Dieu, la faction armée irakienne, ont annoncé la mort de leur dirigeant de premier plan, Abu Hassan al-Fréji, dans une frappe aérienne à Jarraf al-Saker. Les factions ont menacé de cibler les intérêts des États européens impliqués dans les agressions américaines israéliennes contre l'Iran. La violence s'est intensifiée envers les positions du Hashd al-Sha'abi, avec des avertissements concernant l'annulation de l'accord de sécurité avec les États-Unis et un rapprochement avec la Russie. Des partis kurdes pourraient également lancer des opérations contre l'Iran, exacerbant ainsi les tensions régionales. Cet événement révèle un jeu politique mondial en Irak, des factions armées menacent l'Europe tandis qu'Iran déplace ses pions kurdes. Al-Qassam réévalue son accord de sécurité, la Russie observe depuis loin.
Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement une violence locale, mais une partie d'une guerre d'empire mondial dans le dos du Moyen-Orient. Le conflit entre les États-Unis et Israël avec l'Iran a perturbé les exportations de pétrole du Moyen-Orient vers l'Asie, entraînant plusieurs raffineries majeures dans des pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, l'Indonésie et le Vietnam à réduire leurs opérations ou à déclarer une force majeure. En Chine, Zhejiang Petrochemical a arrêté une unité de raffinage de 200 000 barils par jour, tandis que Fujian Refining a fermé sa plus petite unité. Les raffineries chinoises indépendantes gèrent les perturbations en s'appuyant sur le pétrole iranien et russe ainsi que sur les stocks gouvernementaux. La raffinerie de Mangalore en Inde a cessé ses activités en raison de pénurie d'approvisionnement, tandis que Yushin NCC Petrochemical en Corée du Sud et PCS Petrochemical à Singapour ont réduit leur production. Chandra Asri en Indonésie a déclaré une force majeure, et le Vietnam a demandé la priorité pour le pétrole national afin de garantir la sécurité nationale. Voici mon analyse. Le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a secoué les marchés pétroliers mondiaux, mettant en lumière les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement qui pourraient avoir des implications économiques plus larges. Tandis que la Chine et l'Inde se préparent à d'éventuelles hausses des prix du carburant en suspendant de nouveaux contrats d'exportation, la situation souligne leur rôle crucial dans le paysage énergétique mondial. Les déclarations forcées de force majeure illustrent à quel point le commerce international est devenu interconnecté et fragile. Ce conflit n'est pas simplement un différend géopolitique, c'est un rappel que même les régions éloignées sont liées par les mêmes filets de dépendances économiques. Tandis que les tensions persistent, attendez-vous à plus d'instabilité non seulement dans les prix du pétrole, mais aussi dans la sécurité énergétique mondiale elle-même. La ville de Wuxi a lancé un projet de micro-bonheur en utilisant la méthode Les citoyens posent les questions, le gouvernement supervise et répond. Ce projet a recueilli 1349 problèmes liés à la vie quotidienne et a mis l'accent sur la supervision de 469 projets de petites transformations, notamment l'installation de porte-manteaux dans les quartiers anciens. Pour résoudre un problème de séchage de linge d'un résident de 78 ans, le gouvernement a investi 33 000 yuan pour installer 230 porte-manteaux collectifs dans le quartier de Shengjiang. À l'heure actuelle, le district de Liangxi a installé 9 996 porte-manteaux dans 111 quartiers anciens de 9 rues de son territoire. Le gouvernement assure également la mise en œuvre efficace des affaires liées à la vie quotidienne grâce à une équipe dédiée, une coordination multilatérale et une évaluation. Le documentaire Champing at Glory suit l'ascension et la chute de l'équipe chinoise de volley-ball féminin, retraçant leur parcours depuis leur début modeste à Zhangzhou en 1979 jusqu'à leur domination mondiale au début des années 1980. Le film met en lumière des moments clés, notamment leur victoire à la Coupe du monde japonaise de 1980 et le surnom emblématique de Lam Ping, marteau de fer. Cependant, il explore également les difficultés de l'équipe après la retraite de la génération aînée, leur défaite face à l'équipe américaine de Lam Ping aux Jeux olympiques de Pékin de 2008, et son retour ultérieur en tant qu'entraîneuse en 2013. Grâce à des réformes audacieuses et à des méthodes d'entraînement avancées, Lam Ping a revitalisé l'équipe, menant celle-ci à reconquérir son titre olympique aux Jeux de Rio de 2016. Le film souligne l'esprit indomptable de l'équipe chinoise de volley-ball féminin et son inspiration continue pour les générations futures. Voici mon avis, Champing at Glory est bien plus qu'un documentaire sportif, c'est un témoignage de résilience et de fierté nationale. Le parcours de Lam Ping, de joueuse à entraîneuse, symbolise la nature cyclique du succès, prouvant que même dans les moments sombres, la grandeur peut être ravivée. Le film capture les hauts et les bas émotionnels de l'héritage de l'équipe, nous rappelant que le volleyball n'est pas qu'un sport, mais une métaphore de la poursuite inlassable de la gloire par la Chine. Avec son récit percutant et ses visuels puissants, ce documentaire touche une corde sensible, laissant les spectateurs avec une profonde appréciation de la sueur, du sacrifice et de l'esprit indomptable qui définissent ces athlètes. Pour marquer le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, le réseau populaire et le site d'information du PCC ont collaboré avec le Centre pour le développement des sciences sociales dans l'enseignement supérieur afin de lancer une série de « Grandes Espires dans un siècle d'histoire » en ligne. L'épisode le plus récent, intitulé l'esprit de la montagne d'Abeille explore l'histoire révolutionnaire de la région, en se concentrant sur la façon dont les premiers dirigeants communistes comme Deng Bilu et Chen Tangqiu ont posé les bases pour la création d'armées rouges clés, y compris les 4e, 25e et 28e armées. Ces efforts ont abouti au rôle crucial de l'armée de Liu Deng dans la guerre de libération en Sautan, dans la région. La série vise à éduquer un large public, en particulier les jeunes, sur l'histoire du parti et l'esprit de résistance durable symbolisé par l'esprit de la montagne d'Abeille. Voici mon point de vue, la classe en ligne L'esprit de la montagne d'Abeille est bien plus qu'un simple récit historique, c'est une tentative audacieuse de raviver l'ardent désir révolutionnaire chez une nouvelle génération. En retraçant les racines de la résilience du Parti communiste, cette initiative honore non seulement le passé mais cherche également à inspirer les futurs leaders. Se concentrer sur les jeunes est une décision judicieuse, car elle répond aux besoins d'unité et de continuité idéologique dans un monde en rapide mutation. Cette série nous rappelle que, même si l'histoire peut sembler lointaine, ces enseignements ne sont pas obsolètes, ils sont vivants, pertinents et prêts à être transmis à ceux qui façonneront la Chine de demain. La Haute Cour d'Espagne a statué en faveur du parti politique Sumar, qui avait intenté un procès contre la Banque d'Espagne pour non-divulgation d'informations concernant les profits extraordinaires réalisés par les banques grâce au dépôt à la BCE entre 2022 et 2023. La Cour a annulé une décision précédente de l'audience nationale, affirmant que les chambres parlementaires ont le droit d'accéder à de telles informations dans le cadre de leur rôle de surveillance. Le jugement souligne que la Banque d'Espagne, en tant qu'autorité publique, doit respecter les demandes de données relatives à ses activités, même si elles sont considérées comme confidentielles selon certaines lois. Cette décision établit un précédent pour la transparence au sein des institutions financières et met en avant l'importance de la responsabilité parlementaire. Voici mon analyse, cette décision historique de la Haute Cour est un coup dur pour les efforts de la Banque d'Espagne visant à garder secrètes des informations financières cruciales. Elle non seulement donne plus de pouvoir aux députés pour tenir le gouvernement et les entités publiques responsables, mais envoie également un message clair que l'opacité financière ne sera pas tolérée. L'accent mis par la Cour sur la transparence est opportun, surtout alors que les questions relatives aux pratiques bancaires et aux politiques des banques centrales restent au cœur du discours public.
Bien que la Banque d'Espagne ait lutté pour protéger sa confidentialité, la décision nous rappelle que dans les affaires d'intérêt public, le secret peut souvent faire plus de mal que de bien. Cette affaire établit un précédent crucial pour la transparence dans la gouvernance financière, et c'est une question d'urgence. Le Théâtre Amaya est sur le point d'accueillir le 5e festival de zarzuela et d'opéra avec une représentation de La del Manojo de Rosa, un classique adoré qui continue de captiver les publics. Située dans une place traditionnelle madrilène, la pièce suit Ascension, une fleuriste espiègle, alors qu'elle navigue entre son cœur le sincère amour d'un mécanicien et l'attirance d'un charmant pilote. Grâce à la musique, à l'humour et aux rebondissements émotionnels, la production capture l'essence de la culture vibrante de Madrid. Le spectacle a lieu du 25 au 29 mars 2026, avec plusieurs représentations quotidiennes. Les billets sont disponibles à différents prix, offrant une occasion aux amateurs de théâtre de vivre cette histoire intemporelle. Voici mon avis, La del Manojo de Rosa est bien plus qu'une simple pièce, c'est une célébration de l'amour, de l'identité et de l'esprit humain. Située contre le décor des rues emblématiques de Madrid, cette zarzuela donne vie à l'âme de la ville avec son riche récit et sa brillante musicalité. Ce qui distingue vraiment cette production est sa capacité à équilibrer l'humour et l'émotion, la rendant accessible à tous les publics. Le Théâtre Amaya offre une occasion rare d'assister à un morceau de l'art théâtral espagnol à son apogée. Ne manquez pas cette chance de vous immerger dans la magie de Madrid sur scène ou dans votre cœur. La mi-février a apporté des conditions de neige exceptionnelles sur les pentes d'Andorre, avec des profondeurs atteignant 3 à 4 mètres dans certaines zones. Cela place la chaîne de montagnes parmi les 3 premières au monde en termes d'accumulation de neige. La saison de ski, qui a débuté en décembre, devrait se prolonger bien au-delà de Pâques grâce à des précipitations abondantes et des températures basses. Les 4 stations d'Andorre, Grand Valira, Ordino Arcali, Palarinsal et Naturland, proposent une variété d'activités de ski et en plein air, dont le freestyle et le ski de fond. Plaza Hôtel et Resorts offrent des promotions exclusives, avec des réductions sur les séjours réservés à l'avance et des forfaits gratuits pour enfants lors de certaines dates. Voici mon avis, Andorre se révèle comme une destination de choix pour les sports d'hiver cette saison. Avec un record de chute de neige et un boost de Pâques bienvenu, le pays s'est positionné comme un premier choix pour les skieurs et snowboarders. La combinaison de stations diverses, d'options familiales et de deals exclusifs rend difficile l'exploration ailleurs. Mais n'oublions pas le défi, avec tant de neige et une saison si prolongée, Andorre doit assurer qu'elle peut maintenir cet élan au-delà de cette année. Après tout, quand la neige fondra, qu'est-ce qui suivra ?